Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Retournons un instant en 1986, l'année où le Rock and Roll Hall of Fame a intronisé ses premiers musiciens, dont les iconiques Ray Charles, Buddy Holly et bien évidemment Elvis Presley. Tina Turner était également en ascension en Californie, où son étoile était dévoilée sur le Hollywood Walk of Fame. Et si vous allumiez la radio, vous seriez probablement tombé sur l'immense succès de Madonna, Papa Don't Preach. Mais pour le moment, retournons à la conversation qui a lieu dans la chambre. Le temps s'est écoulé pour les répliques. Nous passons maintenant aux questions orales. Le leader de l'opposition. J'ai une question. S'il vous plaît, donnez ça à M. Culling. J'ai une question qui s'adresse au ministre du Logement et je lui ai envoyé toute une liste de chiffres pour qu'il puisse confirmer ou encore renier ce que j'ai à lui proposer. Pour ce qui est du Bill 51, moi, j'aimerais vous indiquer que si vous étiez en train de construire un édifice ou encore que vous avez en train de louer un édifice où il y a, par exemple, des 2 chambres à coucher qui coûtent 500 $ de loyer, que vous avez amélioré quelque peu cet édifice, que vous êtes intéressé à le vendre, que donc des circonstances tout à fait normales, quoi, et que, étant donné le projet de loi 51, ça va augmenter les loyers de 1100 $, autrement dit 22,1%. Pourriez-vous confirmer ceci, Monsieur le ministre? Monsieur le Président? Oui, je suis prêt à confirmer votre calcul mathématique, à vérifier ici vos petits calculs que vous m'avez présentés. Supplémentaire, sur la feuille que je vous ai envoyée, j'aimerais ici expliquer le but de ces calculs. Soit ils sont tout à fait justes et correspondent au projet de loi 51 que vous-même avez appuyé. Et si on examine maintenant le cas d'un édifice qui a été construit après 1975, ça a été loué en 800 $ et il y a eu certaines améliorations apportées. Est-ce que vous pouvez contester qu'en fait, on augmenterait ceci de 5,25%, que le coût de financement serait de 5%, les capitaux 5%, perte économique un autre 5%, et les frais d'équitabilité ici sont de 5%. Paiement de transfert, autrement dit. Est-ce que le ministre peut vraiment nier que un de ces 5% d'augmentation que je viens d'éliminer ne sont pas acceptables dans le cadre de ce projet de loi 51? Le ministre. C'est une question tout à fait vague que le leader de l'opposition a posée ici. Si vous pouvez présenter un cas précis, on pourrait l'examiner de ce point de vue-là. C'est une question très générale. Mais vous demandez si on se tient compte du Bill 51. Or, on tient compte toujours du projet de loi de 51. Monsieur le ministre, nous pensons qu'il serait possible que beaucoup de locataires aient à subir des augmentations de 22 à 23% de loyer. Donc, pour s'assurer ou assurer plutôt les locataires que ce n'est pas le cas, autrement dit donc, pour pouvoir donner notre assurance auprès des locataires que ce n'est pas le cas, j'aimerais que vous dites aujourd'hui au sein de la Chambrée, à savoir quel est le coût de financement que vous voulez de 5%, de gains en capitaux de 5%,
Et encore un ajustement pour les loyers qui sont en baisse de façon chronique, encore un autre 5 et encore le taux de participation directeur, un autre 5 Autrement dit, 22,25 en tout. Alors, lesquels ici ne sont pas admissibles d'après la loi 51. J'ai déjà indiqué à l'honorable leader de l'opposition qu'on en tient compte dans la loi 51. Nouvelle question. Nouvelle question. Le leader de l'opposition. Vous avez l'habitude ici de le dire. Alors, ils ont le droit aussi de dire quelque chose. Leader de l'opposition, nouvelle question. Un parti à la fois, s'il vous plaît. Et parfois même, je me demande. Ma question, donc, s'adresse au ministre des Transports et Communications. Le ministre a dû récemment traiter de certains documents qui ont été proposés pour ce qui est de la vente de la société TDU. Et lorsqu'on a déposé ces documents, il a omis de déposer un document très important, c'est-à-dire une lettre envoyée par VIA. Pourriez-vous expliquer à la Chambre pourquoi vous n'avez pas divulgué au public cette lettre émanant de VIA? Le ministre? Oui, Monsieur le Président. Pour ce qui est de ces devis par rapport à la question, nous avons certes déposé tous les documents qu'on nous a demandé de déposer. Tous les documents donc ont été déposés comme on nous l'avait demandé auparavant. Moi, j'aimerais indiquer au ministre qu'on avait demandé au ministre de déposer tous les documents. Et aucun de ces documents n'a été divulgué au public. Vous n'avez pas déposé la lettre de VIA. Est-ce que vous pourriez confirmer aujourd'hui à la Chambre que la lettre que vous refusez ici de divulguer au public et même aux députés ici de la Chambre indique que le gouvernement de l'Ontario a une certaine responsabilité à l'égard de ces 300 millions de dollars. Monsieur le Président, je ne serais pas d'accord avec ce que dit le leader de l'opposition. J'indiquerai que les documents ont été déposés et correspondent aux documents qu'on a demandés à l'époque. Et une fois encore, ils ont été déposés. Et en plus, on a bel et bien indiqué la date de demande de ces documents. J'aimerais indiquer au ministre qu'il a indiqué au cours du printemps dernier qu'il obtiendrait quelques 72 millions de dollars pour la société. Et ensuite, toute cette histoire a été close et on en a pu parler. Et en fait, ces 72 millions ont disparu et on lui a demandé, ou l'Assemblée lui a demandé de déposer ces documents. Et il manque la lettre de VIA. Et la raison pour laquelle il refuse de le déposer, c'est parce qu'on voit que la responsabilité pourrait incomber au gouvernement provincial et ce montant pourrait être de quelques 350 millions de dollars et non 300 millions de dollars. Ma question est donc la suivante. Le ministre est prêt à nier les allégations que je formule, c'est-à-dire que la lettre émanant de VIA, qu'il essaye donc de camoufler, contient en fait la preuve que le gouvernement serait responsable pour quelques centaines de millions de dollars. Le ministre, ce que le leader de l'opposition dit ici, je ne suis pas d'accord du tout. Tout ce qui vient de la société de transport donc n'a rien à voir ici. Je n'ai jamais fait allusion aux 72 millions de dollars et je n'ai certes rien à cacher. Nouvelle question.
Nouvelle question. Député de York Sud, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Je me demande si le ministre, après sa déclaration il avait dit que les gens devraient être fiers de la façon dont ces foyers sont administrés. La population de l'Ontario devait être fière. Je me demande s'il peut expliquer pourquoi, si c'est vrai, si pendant la période qui s'est terminée le 31 janvier 86, de 331 foyers dans la province, il y a eu 9802 violations de la loi gouvernant ces foyers. De ces violations, 257 concernaient le régime qui était prescrit, 237 concernaient l'absence des superviseurs comme requis d'après le règlement, 229 c'était des violations des règlements que ces foyers ne présentent aucun danger, 314 concernant l'affichage des menus et 215 concernant l'identification et la datation des aliments réfrigérés. Monsieur le Président, tout ce que cela indique, c'est que nous avons des gens qui sont présents, qui étudient ces questions pour identifier les problèmes et en fait, nous essayons de régler les problèmes qu'on a identifiés dans ces rapports soumis par certaines personnes et de nombreuses questions ont déjà été résolues. Je ne mets pas en doute les chiffres qui ont été déposés, mais je peux assurer le député que nous cherchons vraiment ces violations de règlement et nous voulons vraiment les éliminer dès que nous les aurons identifiées. Question supplémentaire. Monsieur le Président, si presque 10 000 violations n'est pas une preuve que le comité ne fait pas son travail, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut chercher. Étant donné que le ministre et le Premier ministre ont défendu la quantité d'aliments qui est servie sous prétexte que ces gens-là mangent moins et que 2,50 $ à leur avis, c'est suffisant, je me demande s'il peut expliquer le fait que dans le rapport de Mme Crittenden, elle a dit à la page 19 que la principale source des plaintes dans ces foyers concernait les aliments, les repas. Elle a reçu plus de plaintes à ce sujet que de n'importe quoi. Et en même temps, le rapport Woods-Gordon du ministère avait dit qu'il y avait moins de règlements concernant la nutrition que toute autre chose, telle que le fait des accidents. Il y a eu davantage de plaintes concernant la mauvaise qualité des aliments que d'autres choses. Comment est-ce que le ministre peut-il expliquer cela? Je dois dire que l'honorable député est très... C'est aussi que Mme Crittenden avait parlé de la qualité des aliments et a aussi parlé d'autres choses. Je n'ai aucun problème à reconnaître l'existence de cette situation. Ils ont parlé aussi du temps qu'on leur a offert, qui est alloué pour consommer leur repas. Mais je peux dire aux députés que c'est une question qui nous tracasse beaucoup et que nous essayons de résoudre. Et nous tenons en compte les suggestions proposées par Woods-Gordon. Et une des solutions proposées, c'est que nous effectuons des changements au sein du ministère pour mieux traiter les questions de violation. Et le rapport de Crittenden a exprimé de façon très claire. Je peux assurer le député et les membres du public que nous faisons de notre mieux. Les gens qui sont maintenant des inspecteurs sont aussi considérés comme des conseillers et travaillent à l'élaboration des solutions de manière qui sont aussi des sources de solutions. Nous travaillons aussi à l'amélioration des foyers dans cette province. Dernière question supplémentaire. Le député de Windsor-Riverside. Merci, Monsieur le Président. Les foyers à Windsor, Beacon Hill Lodge a été inculpé
sous plusieurs chefs d'accusation en 84. Et l'un d'entre eux concernait les aliments. On parlait des régimes spéciaux et la section des enquêtes sur les foyers a recueilli cet renseignement et ils ont dit que le budget de ce foyer était 50 cents inférieur. Est-ce que le ministre pense que c'est approprié que ce foyer offre des aliments tels que margarine patties pour diminuer ses dépenses? Monsieur le Président, je ne me souviens pas de la lettre que j'ai écrite aux députés, mais je crois qu'à ce moment, j'ai reconnu le fait qu'on ramassait des primo patties des tables, des morceaux des tables. Je ne sais pas juste ce qui s'est passé à Beacon Hill, mais je vais faire mon enquête et je vous offrirai ma réponse prochainement. Nouvelle question. Le député de Riverdale. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du Logement. Le 16 décembre, le ministre du Logement a déclaré, quand il parlait de la conversion, dit que le but de ce programme est de produire des logements locatifs à prix modéré. Aujourd'hui, il a dit que le programme Rowan et Danke aura respecté les lignes de conduite. Je voudrais demander au ministre si ces loyers sont considérés comme étant modérés. 1003, 758, 1027, 999. Cela vient d'une liste de loyers proposés par Wang et Dansky qui sont en fait 2,6 % inférieurs à ce qu'ils seraient aujourd'hui. Est-ce que le ministre peut expliquer comment il trouve ces loyers modérés? Monsieur le Président, les 502 unités de logements locatifs qui seront construits au terme de ce programme seront subventionnés. Certains de ces logements seront subventionnés. Je suis sûr que à l'ordre. Je ne pense pas que le député veut connaître la réponse. À Toronto, comme vous le savez, le marché pour le loyer, d'après le marché, est assez élevé. Et quelqu'un qui paye 700 $ pour 3 pièces avec une famille est assez courant. De sorte que cela doit suivre un peu, doit correspondre à ce qu'on fait dans les diverses municipalités. Et à Toronto, c'est environ 700 $. Question supplémentaire. $1 108, c'est un montant considérable, Monsieur le Président. Le 12 août, le ministre a écrit au conseiller Martin et a déclaré, en ce qui concerne vos soucis à propos de logement locatif, je veux vous aviser qu'un permis de construction est nécessaire au terme de la loi. Compte tenu qu'il n'y a aucun permis de construction qui a été accordé, est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi on a accepté que la construction... On a accordé un permis de construction le 15
J'espère que cette déclaration aurait répondu aux questions qu'on pose maintenant. Et il n'y a eu pas d'argent qui a été offert aux constructeurs. Et comme les règlements l'indiquent, 15% devrait exister déjà avant d'accorder de l'argent, des fonds, des crédits aux constructeurs. Nous sommes au courant de cette situation et nous voulons avertir les constructeurs de ce fait. Dernière question supplémentaire. Le ministre parle de l'argent qui vole. Je voudrais demander au ministre s'il peut informer la Chambre de l'importance de la subvention par unité afin d'atteindre le niveau modique. Je voudrais savoir combien le contribuable devra payer pour ces subventions. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, le programme de conversion a été élaboré afin d'augmenter le nombre de logements locatifs sur le marché. Quand nous ne les construisons pas, on nous critique, et maintenant qu'on les construit, on nous critique encore. Les critères disent, Monsieur le Président, que 70 000 $ par unité. Pardon, c'est 7 000 $ par unité que ça va coûter. Nouvelle question, le député de Brantford. Je voudrais demander au ministre de Logement pourquoi est-ce qu'il a permis à Wang et Dynasty de construire ces unités en violation du Code du bâtiment, étant donné qu'il n'avait pas de permis de construction, et pourquoi vous n'avez pas accepté la demande de l'échevin Martin en vue d'une enquête à propos de la section 20 du Code? Pourquoi n'avez-vous pas accepté la requête de M. Martin et pourquoi vous n'avez pas informé la Chambre du rôle joué par M. Fleischmann? Monsieur le Président, le député peut parler aux municipalités. Il va se rendre compte que la responsabilité d'accorder des permis de construction est une responsabilité municipale. Nous avons déjà communiqué avec Wang et Dynasty afin de nous assurer qu'ils vont obtenir le permis de construction avant de leur accorder des crédits pour ce projet. Si vous avez des preuves, vous faites des allégations très graves concernant l'intervention gouvernementale, eh bien, présentez-les et cessez vos spéculations. Je dis au ministre, question supplémentaire, nous ne faisons pas de spéculation et nous ne parlons pas des responsabilités des municipalités, nous parlons de vos responsabilités pour la section 20 du Code de construction pour assurer qu'il y ait un permis de construction avant le début de la construction. Michael Nixon, l'inspecteur pour Toronto, a dit, et je cite, « Je ne connais pas d'autres cas où un constructeur a obtenu un permis, a pu commencer la construction sans avoir un permis de construction. Y a-t-il 2 lois dans cette province? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas face à vos responsabilités et veillez à ce que les lois sont respectées? » Peut-être je devrais le dire encore une fois, Monsieur le Président, aux députés, que l'offre à Wang et Dynasty dépendait du fait qu'ils devaient obtenir d'abord le permis de construction. Si le constructeur veut continuer la construction et ne veulent pas de l'argent, c'est à eux de décider, parce que nous n'avons pas l'intention de leur offrir des crédits s'il n'y avait pas de permis de construction ou s'ils ne respectent pas les règlements du programme de conversion de loyer. Nouvelle question.
Le député de Sudbury-Est, j'ai une question qui s'adresse au ministre du Travail à propos de Domtar. Le ministre va se rappeler qu'en décembre, j'avais soulevé la question de Dr. Chung et Dr. Haynes. Le ministre est aussi au courant du fait que Domtar avait menacé de poursuivre le médecin, le Dr. Chung, si jamais leur révélation était rendue publique. On nous a dit que en novembre 85, une nouvelle étude sera effectuée. Est-ce que le ministre peut me dire pourquoi, au lieu d'essayer d'attribuer le blâme à Erskine et les deux médecins qui essayaient de mettre un peu d'ordre, pourquoi est-ce que le ministre n'admet pas qu'il y a eu une espèce de complicité entre Dr. Muir et le ministère? Monsieur le Président, il y a là des allégations très sérieuses. Comme le député le sait, cet incident a été confié à M. Laskin, qui est en train de les étudier. J'ai parlé à M. Laskin ces derniers jours et il est en train d'étudier en profondeur les renseignements qu'il a reçus. M. Laskin a consulté les personnes qui travaillaient avec lui et il va avoir l'occasion de revoir. Si les députés de l'opposition veulent bien prêter oreille, peut-être qu'ils recevront une réponse. Monsieur le Président, M. Laskin a étudié cette question. Il étudie cette question en profondeur depuis assez longtemps. Et je peux assurer le député de Sudbury East ainsi qu'à tous les députés de la Chambre que M. Laskin va étudier la question au complet et ses conclusions seront tout à fait logiques. Et nous allons vous faire part de ces conclusions vers le milieu du mois prochain. M. Laskin n'a pas le droit de contre-interroger qui que ce soit. Le ministre doit savoir que le Dr. Muir n'a pas voulu accepter le rapport sans consulter qui que ce soit dans le monde des syndicats ou du gouvernement. Comment est-ce que celui-ci peut rester comme vice-président de cette section des maladies industrielles alors qu'il se laisse influencer par les compagnies comme on a vu dans ce cas? Monsieur le Président, le député soulève plusieurs questions, mais je crois qu'il doit être au courant du fait qu'il doit savoir que le comité sur la santé et la sécurité a été consulté dans la plupart des cas. Je serais d'accord avec le député que le Dr. Muir s'est trompé. Mais c'était seulement une fois. Il a contacté la compagnie sans passer par le comité conjoint. Monsieur le Président, je crois que l'honorable député sera d'accord avec moi s'il regarde tous les renseignements qu'il a à sa disposition. Il sera d'accord que le comité conjoint était impliqué à toutes les étapes du processus et avait accepté le rapport du Dr. Chung. À l'ordre. Nouvelle question. À l'ordre.
Je l'ai entendu, je ne faisais que me maîtriser moi-même. Le député de Brantford. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais poser une question au ministre du Logement à propos de sa responsabilité du Code du bâtiment. Je voudrais lui citer une partie du section 20. Quand il paraît qu'il peut y avoir une violation des règlements concernant la démolition et la construction, le ministre peut désigner quelqu'un pour faire une enquête à ce sujet. Le ministre avait reçu une demande formelle d'un échevin de la ville de Toronto au mois de septembre pour enquêter sur les circonstances entourant ce projet. Pourquoi est-ce que le ministre n'a pas fait face à ses responsabilités au thème de la section 20 et ordonné une telle enquête? Le ministre, à Londres, Monsieur le Président, j'ai confiance que la ville de Toronto peut conduire les affaires d'une façon très professionnelle et je suis sûr qu'ils pourront le faire eux-mêmes. Question supplémentaire? Je voudrais avertir le ministre que nous n'allons pas cesser de poser des questions à propos du sujet jusqu'à ce que nous ayons une réponse complète. Vous avez dit dans votre déclaration plus tôt que ce projet respectait les critères. Je voudrais dire au ministre que le silo que vous dites était converti en logement locatif était démoli il y a environ 3 ans et le terrain où le bâtiment sera construit était l'été depuis 3 ans. Comment pouvez-vous nous dire que ce projet respectait les critères, satisfaisait les critères de ce programme? Comment le ministre pouvait faire une telle déclaration? Monsieur le ministre, vous avez téléphoné à mon bureau et obtenu des renseignements mais je me demande si vous l'avez fait vraiment parce que votre interprétation est tout à fait erronée. Je l'ai dit dans ma déclaration aujourd'hui. Toutes les conversions des bâtiments Kinsale non résidentiels à l'ordre. Le député a dit qu'il y avait des silos qui étaient convertis. Quand il avait dit qu'il y avait des silos qui étaient convertis, j'avais dit dans ma déclaration que ces silos n'étaient pas sur le terrain, ne sont plus sur le terrain depuis 3 ans. À l'ordre, il y a d'autres députés qui aimeraient également poser des questions. J'attendrai. À l'ordre. À l'ordre. Nouvelle question, député de Lakeshore. J'ai une question qui s'adresse au ministre de l'Énergie. La semaine dernière, j'ai posé cette question au ministre de l'Environnement pour ce qui est de la question de tritium. Et le ministre de l'Environnement a indiqué qu'il est en train d'enquêter à ce sujet. J'aimerais donc demander au ministre de l'Énergie s'il peut ou non, ou plutôt s'il appuie ou non le besoin d'avoir des audiences à ce sujet pour ce qui est du transport du tritium. J'aimerais d'abord indiquer que Hydro-Ontario est en train de retirer le tritium afin que les employés d'Hydro-Ontario ne soient pas affectés. Et cela fait souvent qu'ils ont eu à transporter des eaux lourdes d'un endroit à un autre.
On s'en sert beaucoup. Donc, Hydro-Ontario a en fait transporté ce genre d'eau et a utilisé à cet effet des moyens de transport et des contenants tout à fait sécuritaires. Et j'aimerais indiquer aux députés que certes, on va en tenir compte lorsqu'on transporte de l'eau. Non, je ne crois pas que c'est là tout à fait la question que j'ai posée, Monsieur le Président. Je me demande si le ministre est au courant que ce de quoi il était question est quelques 12 000 chargements de camions d'eau qui contiennent du tritium, donc de l'eau lourde, et 800 ont été transportés depuis Pickering et il faudra la porter à Darlington. Et je pose donc la question encore une fois au ministre. Seriez-vous prêt à ce qu'il y ait une évaluation de l'environnement, qu'on ait ce genre de transport sur des petites routes ou encore en traversant des petites villes? Je comprends tout à fait la question comme elle a été posée. Je crois que certes, il y aura une évaluation de l'environnement si vous posez la question au ministre de l'Environnement. Je suis entièrement d'accord avec lui que l'on doit protéger la population de l'Ontario pour les transports de tout autre de ce genre de produits dans les régions de l'Ontario. Et certes, il a cette responsabilité et je suis avec lui à 100%. Nouvelle question, député de Rainy River. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de Technologie et du Commerce. Je suis sûre que le ministre est au courant que les gens du nord de l'Ontario sont menacés de gaz fluor. Si le gouvernement n'agit pas, et certes, nous devons attendre ce qui va se passer, avoir les décisions au mois de décembre pour cette question de tarifs, mais certes, Noël ne sera pas des plus heureux cette année pour les résidents de cette partie de l'Ontario. Ma question, donc, au ministre est à savoir qu'est-ce que le gouvernement va faire afin d'aider ses employés et afin de créer de nouveaux emplois, entre-temps, lorsqu'on attend cette décision, Monsieur le Président. Je crois que plusieurs fois déjà, j'ai indiqué ce que le gouvernement avait l'intention de faire et j'aimerais indiquer que pour ce qui est du bois d'œuvre, le représentant de mon ministère a pu déjà rencontrer des gens des États-Unis et certes, il va y avoir des négociations à ce sujet et on aura les résultats la semaine prochaine. Monsieur le Président, je suis certain que le ministre sait que Great West Timbers vont mettre à pied quelques centaines de personnes d'ici Noël. Et à Chapleau, par exemple, l'usine n'a pris aucune commande et même a mis au pied quelques 14 à Ticon. Et j'aimerais donc savoir qu'est-ce que vous allez faire pour ces employés et ceux qui sont menacés d'être congédiés. J'ai indiqué encore une fois, autrefois, que dans ce domaine-ci, c'est que nous avons l'intention de procéder aussi rapidement que possible. Nous n'avons pas encore de solution et nous n'allons pas l'obtenir avant décembre. Et certes, cette question de licenciement nous préoccupe beaucoup. Nouvelle question, les députés de York Sud. Ma question s'adresse, Monsieur le Président, au Premier ministre. Je sais qu'au cours de ces derniers mois, il aura entendu dire que le ministre du Travail et le procureur général, on verra une augmentation des effectifs qui travaillent pour le gouvernement. Ça augmentera, ça passera au-dessus des 26 000 personnes qui travaillent. Et certes, ceci servira à, pour le moins, torpiller ce projet de loi. Et au cours des comités, il a été décidé qu'il allait y avoir certaines modifications. Il est clair maintenant que ces modifications seront appuyées, du moins par notre parti. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut s'assurer que le ministre ne se servirait pas de ces modifications progressistes afin de retirer complètement cette loi? Je ne crois pas que vous avez bien utilisé ou interprété le mot progressiste ou avancé, parce que la juridiction ici et du comité, pour ce qui est de la modification au sein de la prochaine loi,
On m'a indiqué que certes, il y a une traduction de longue date au sein de la Chambre qui fait partie donc de la traduction parlementaire qui stipule que l'opposition n'a pas la possibilité d'élargir l'étendue d'un projet de loi. Et certes, je comprends toute la procédure parlementaire ici, mais le chef en chambre du gouvernement, et je pense que les membres de l'opposition seront d'accord avec moi, et le président du comité a dit la même chose ici. Or, vous posez une question tout à fait légitime ici, c'est-à-dire la responsabilité de l'opposition. Comme vous le savez, dans un gouvernement qui se trouve dans une situation minoritaire, on a certes vu beaucoup d'abus au niveau fédéral à cet égard. Par conséquent, Monsieur le Président, laissez-moi indiquer à l'honorable collègue que si vous voulez que le gouvernement travaille, vous devez absolument respecter les traditions de cette Chambre. Et si l'opposition va à l'encontre de ces traditions, alors je dois indiquer à mon honorable collègue que je ne puis répondre de ce qui va se passer en ce qui concerne ces traditions. À l'ordre, à l'ordre, à l'ordre. Rappel au règlement, rappel au règlement. Oui, aux représentants du Parti conservateur, j'aimerais leur rappeler qu'en fait, la population de l'Ontario est en train de nous regarder. À l'ordre. À l'ordre. Pour la dernière fois, à l'ordre. À l'ordre. Encore une fois, vous avez gâché 3 minutes. J'aimerais vous le rappeler. À l'ordre. À l'ordre. Supplémentaire, député de York Sud. Il semblerait que j'ai touché une corde sensible ici. Je crois que certes qu'il y a un problème au niveau du Premier ministre. Supplémentaire. Moi, je suis très intéressant à voir les manifestations qu'on voit de l'autre côté ici. J'aimerais donc demander ici au Premier ministre, parce que je n'ai pas eu de réponse pour ma question, outre un discours très rhétorique, mais pour 6 ans, c'est-à-dire de 75 à 81, il y a eu un gouvernement minoritaire, également, donc entre 75 et 81, et le comité et la Chambre a pu donc apporter certaines modifications. Par conséquent, j'aimerais demander au Premier ministre à l'ordre, à l'ordre, à l'ordre. Ça fait au moins 40 secondes là, s'il vous plaît. Posez votre question. Bon. Ma supplémentaire que j'aimerais poser au Premier ministre. Je répète ma question. J'aimerais obtenir une réponse. Êtes-vous prêt à continuer en bonne foi de trouver une loi sur laquelle tous les députés de cette Chambre seraient d'accord, y compris, par exemple, avec la question de la loi 51, ou est-ce que vous allez plutôt opter pour l'autre voie, et cette voie est tellement partagée par le procureur général, c'est-à-dire torpiller cette loi, ou êtes-vous vraiment prêt à proposer une loi de bonne foi et qui ferait l'unanimité de la Chambre? Monsieur le Président, l'honorable député fait une comparaison entre 75 et 80. Je ne crois pas que vous étiez ici à l'époque. Moi, par contre, j'y étais. Et j'aimerais indiquer que l'honorable député, en tant que de doyen ici
de la Chambre, pour ce qui est de l'autorité, entre autres. Certes, j'ai eu l'occasion de les voir et je me souviens très bien de ces situations. Et j'aimerais vous dire, chers collègues, que l'opposition a certes respecté les règlements pour ce qui est de l'Assemblée à l'époque. Et également, je peux vous dire, tout comme l'a indiqué le collègue de Sarnia, a fait de son mieux. On a pu le consulter également, et puis que d'autres collègues également ont eu leur mot à dire là-dessus. Et nous avons une situation où il y a un gouvernement militaire et le gouvernement de l'opposition. Tous, donc, peuvent faire ce qu'ils veulent, que ce soit dans le contexte de la Chambre ou pas, que ce soit légal ou pas. Et que, par conséquent, on voit ici qu'il y a certaines responsabilités qui ne transparaissent pas. Nous avons certes des responsabilités à l'égard de tous les partis et nous essayons de respecter ces responsabilités. Vous savez, tout aussi bien que moi, que le procureur général va présenter un nouveau projet de loi pour ce qui est de l'équité salariale. On l'a fait de façon tout à fait correcte et adéquate. Et on avait déjà parlé de tout ceci avec vous avant. Et je comprends tout à fait que vous n'aimez pas du tout cette question d'équité salariale. À l'ordre, à l'ordre. À l'ordre. Le Premier ministre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Nouvelle question. Le député de Lincoln. J'essaierai de ne pas trop provoquer ou susciter des réactions vives. Oui. Le ministre de la Santé saura que 2 fois au cours des 13 derniers mois, en public, il avait promis qu'il allait modifier le programme de remboursement sur les médicaments. Cela veut dire que non seulement les pharmaciens paient plus et qu'ils n'arrivent pas à recueillir le prix de revient, mais en plus, cela veut dire que les contribuables et les consommateurs payent également. Et j'aimerais juste citer un exemple. Par exemple, une pharmacie de Jackson's Point, une communauté tout à fait petite, pense que 5 des produits pharmaceutiques qu'il vend, qu'on peut maintenant obtenir comme médicaments génériques, obtient quelques 229 $ par mois. Et l'Association des pharmacistes de l'Ontario a utilisé vos chiffres de votre ministère et indiqué que sur 15 médicaments qui sont souvent disponibles, mais qui ne sont pas offerts de façon générique, coûtent quelques 13 millions de dollars par année ou représentent un chiffre d'affaires de 13 millions de dollars. Certes, nous sommes en train de travailler maintenant sur une nouvelle façon de voir la chose et nous pensons qu'au 15 novembre, nous allons traiter de 54 et 55 ces projets de loi. Donc, certes, il n'est pas toujours facile de trouver les renseignements justes. Et étant donné la situation qui est actuellement, je pense que certes, les projets de loi 54 et 55 vont tenir de compte et vont résoudre certains des problèmes dont il est question ici et qu'on devrait d'ici là obtenir les renseignements adéquats. Et le comité a récemment délibéré à ce sujet, au sujet du BAP. Oui, j'aimerais rappeler au ministre que certains pharmaciens aimerait lui rappeler qu'il a fait certaines promesses au cours de cette année. Et j'aimerais également rappeler au ministre qu'il n'a pas agi et que le fait qu'il ne l'a pas fait a causé certains problèmes. Par exemple, à Mississauga, une personne qui souffre du cancer et qui est atteinte mortellement, qui a des réactions allergiques à un certain médicament. Et on a obtenu un numéro d'autorisation spéciale. Mais sans arrêt, quand il essaye d'appeler ce numéro,
sans arrêt s'est occupé et ce médicament coûterait quelques 190 $, il ne peut se les payer. Par conséquent, vous avez le ministre la responsabilité du fait que le médicament s'est trouvé, que la personne s'est trouvée dans une telle situation. Est-ce qu'on ne peut pas donc faire quelque chose pour qu'une personne ne se trouve pas dans une telle situation? Oui, je comprends certes que les lignes téléphoniques de ce programme sont souvent fort occupées et j'aimerais obtenir les renseignements directs de l'honorable député afin que je puisse voir à la situation et la débloquer, mais j'aimerais indiquer à l'honorable député que nous travaillons très fort et que nous essayons de trouver des renseignements que nous jugeons pertinents et nous avons vu qu'il n'était pas toujours possible de l'obtenir étant donné les circonstances. Et nous avons donc eu certaines réunions entre le ministère et l'association et ainsi que certains représentants des fabricants. Et on n'a pas encore pu se mettre d'accord sur certains prix. Et nous pensons que le projet de loi 54 et 55 permettront de le faire. Et nous avons hâte de voir ce nouveau formulaire et nous allons certes examiner la question d'une liste exhaustive de tous ces produits. Oui, le député d'Algoma. Monsieur le Président, j'ai une question qui s'adresse au Premier ministre. Pour ce qui est du chemin de fer de Algoma, et vendredi à Sault-Sainte-Marie, on a indiqué que les gouvernements fédéral et provincial ont décidé de subventionner les frais de transport. Étant donné cette subvention, elle serait offerte seulement si les employés de Algoma Central Ruling sont prêts à faire certains sacrifices et qu'il y aurait 5 millions de versés de la part du fédéral. Et j'aimerais savoir combien de temps on pense qu'on pourrait obtenir de telles subventions de la part du gouvernement. Je ne suis pas du tout au courant de le communiqué dont vous parliez, mais je suis certes au courant des différentes conversations qui ont eu lieu à cet effet. Certes, il y a eu beaucoup de problèmes, et on en a beaucoup parlé, des problèmes de Algoma Central Railway. Par exemple, de Wawa à Sault-Sainte-Marie, ça coûte un certain prix. Et l'un des problèmes avec Algoma Central Railway, c'est le fait qu'ils n'ont pas assez de frais pour couvrir leurs frais d'administration ou de rentrée pour couvrir leurs frais d'administration. Ils n'ont pas assez de chargements pour les couvrir. Également, par exemple, l'extrait de minerais ne représente pas suffisamment de ce chargement et par conséquent, nous cherchons des solutions à ce problème. Je suis sûre que personne ici ne voudrait que Sault-Sainte-Marie ne soit affectée. Il y a des discussions en cours et je puis indiquer à l'honorable député qu'il n'y a rien encore de définitif, il n'y a rien encore qui ait été signé et nous sommes en train de chercher une solution à long terme supplémentaire, député de Sault-Sainte-Marie. Monsieur le Premier ministre, nous savons que le ministre adjoint des Affaires du Nord a examiné un peu ce qui se passe dans cette partie de la province, à savoir la participation ou plutôt la rentabilité de cette entreprise. Pourquoi? Par conséquent, si c'est rentable, pourquoi est-ce que les contribuables de cette province devraient donner des subventions? Mais par contre, s'il ne s'agit pas d'une entreprise rentable, ne pensez-vous pas que la solution la meilleure serait que les chemins de fer de l'Ontario du Nord, donc Ontario Northland, la reprennent? Ça changerait quelque peu la situation. Mais avec ce genre de logique socialiste, ce que vous dites, on dit que ça perd de l'argent, on devrait reprendre cette société. C'est exactement ce que vous dites, c'est exactement ce que mon honorable collègue, ancien économiste, est en train de me dire. Alors moi, j'aimerais lui dire que votre logique est tout à fait socialiste, c'est-à-dire il y a des problèmes
alors le gouvernement devrait reprendre cette société. Je voudrais voir d'autres solutions, mais je ne suis pas du tout intéressée à reprendre des compagnies, surtout si elles sont perdantes. Mais j'aimerais vous indiquer quelque chose à cet effet. Nous avons certes certains problèmes au niveau de la concurrence. Et certes, Algoma présente beaucoup de problèmes. Et certes, s'il y a plus ce chemin de fer, ça pourrait avoir des conséquences désastreuses dans le nord de l'Ontario. Nous faisons tout ce qui est dans notre possible afin de rétablir la situation à long terme et à court terme. Certes, il y a des discussions en cours et nous allons en discuter la semaine prochaine à Sault-Sainte-Marie. Et nous allons traiter particulièrement de cette question. Mais une chose est certaine, je ne veux surtout pas qu'il y ait des problèmes créés à Sault-Sainte-Marie étant donné cette situation. Nouvelle question. Député de York Centre. Il y a des programmes du ministère de Services communautaires et sociaux qui sont parmi les plus importants de la province. Je voudrais demander quelles mesures votre ministère va prendre pour financer le programme aide auxiliaire pour aider les organismes qui ont des problèmes de financement. Monsieur le Président, j'ai rencontré l'Association des aides auxiliaires d'un peu partout de la province. J'ai des réunions avec des membres de la Croix-Rouge. Ils m'ont parlé des problèmes. Ils ont parlé des primes pour la Commission des accidents de travail qui ont été augmentées. J'ai indiqué que dans les deux cas, ils m'ont expliqué le problème. J'ai demandé de l'aide dans les deux cas et j'ai demandé aux municipalités de partager l'augmentation des financements. Ce que vous faites maintenant, c'est que nous sommes en train de payer pour des programmes sociaux pour des gens qui payent environ 90 $ par semaine, alors qu'en fait, nous avons 40 branches de la Croix-Rouge qui font face à un déficit. Quand allez-vous mettre sur pied un programme pour vraiment aider ces gens-là? Monsieur le Président, les questions soulevées par le député ne sont pas les mêmes partout dans la province. Il y a des régions où le tarif est de 9 $ et d'autres où c'est 5 $. Bien sûr, nous devrons considérer les régions où les services sont le plus nécessaires. C'est pour ça que nous voulons consulter les associations de l'Ontario et la Croix-Rouge et les municipalités afin de trouver des solutions. Le député de Hamilton-West, ma question s'adresse au ministre de l'Éducation, Jacqueline Pavot, qui a 8 ans, a suivi toutes sortes de cours. Maintenant, la commission scolaire de York et le tribunal disent qu'elle ne peut pas se rendre à l'école avec ses amis, mais elle doit fréquenter une école qui se trouve à 19 000 d'elle parce qu'elle souffre du syndrome de Downs. Ses parents ont dépensé d'énormes sommes d'argent pour qu'elle puisse fréquenter une école ordinaire, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que le ministère entend faire pour aider Jacqueline Bravo pour l'aider? Monsieur le Président, je remercie le député de Hamilton-West de m'avoir posé cette question pour me demander mon opinion personnelle. Je l'apprécie beaucoup. Je voudrais tout simplement remercier l'honorable député de me permettre de participer à ce débat.
Est-ce que cela a quelque chose à voir avec la question? Monsieur le Président, l'honorable député a soulevé une question et je suis au courant de cette question et je voudrais dire au député que la question dont il parle a passé par les voies habituelles telles que prévues par la loi, et la dernière étape étant la décision du tribunal provincial, décision qui est finale et que tout le monde devra respecter. Et je demanderai aux députés de faire la même chose. Question supplémentaire. Monsieur le Président, il s'agit d'un cas type contre le processus de l'appel. On veut obliger les parents d'accepter le fait que leur décision n'est pas la bonne. Comment pouvait-il expliquer le cas quand ils n'ont pas été au courant de la décision de la commission scolaire, décision qui a été rendue publique seulement au moment de l'audience? Quand est-ce que le ministre va-t-il déclarer que parfois la possibilité, au terme du projet de loi 82, l'enfant peut assister des cours dans une école ordinaire, dans une classe avec les autres enfants de son âge? Et est-ce que le ministre peut montrer vraiment si ça, ce n'est pas la meilleure décision? Monsieur le Président, comme le député le sait, nous sommes en train de revoir la procédure au terme du projet de loi 82 et cela sera sur une période de 5 ans. Nous espérons qu'il y aura des changements positifs très prochainement. Mais actuellement, je voudrais dire très clairement, le député le sait très bien, le tribunal spécial est constitué des experts dans le domaine. Ils ont déjà passé des jugements dans ce cas et ils ont respecté la loi. Et moi, je vais veiller à ce qu'on respecte la loi dans ce cas-ci. Les questions orales